voilà, c'était pour faire plaisir à Stéphane Kabimba, à Preston aussi, Preston Balela qui a fêté son anniversaire hier. Tout à l'heure, je les disais, mesdames et messieurs, que nous voulons bien parler des processus électoraux en République démocratique du Congo. Déjà, la République démocratique du Congo a des yeux tournés déjà vers les élections 2023. On commence déjà à en parler. Alors, comme d'habitude, B1 n'est jamais en retard. Nous, on veut bien déjà commencer à parler de certaines choses parce que nous voulons avoir des élections apaisées, crédibles et surtout transparentes. Une élection. Alors, Julie Sefou est sur ce plateau. Bonjour, Julie. Bonjour, Dorcas. Tout va bien, sinon? Oui, on espère. Il faut que ça soit transparent. Moi, je suis à ça soit transparent. Bonjour à vous, mesdames, messieurs. Laissez-nous quand même rire en introduisant parce que le moment est crucial, ce processus électoral qui est censé avoir déjà commencé et on sait à peu près aujourd'hui où est-ce que nous en sommes, ne serait-ce que pour la composition de la CENI, sans laquelle normalement on ne saura pas comment organiser les élections. Donc il y a de quoi repenser la chose ou essayer de la refaire quand même parce que c'est quand même l'idéal. Nous, on vise que ce soit des scrutins apaisés, crédibles, transparents. Il faudrait Mais ça a toujours été d'ailleurs notre souhait, même en 2006, c'est ce qu'on avait souhaité, en 2011. Pareil, mais après, il y a toujours des bavures. Après, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont mécontents. Comme toujours. Mais espérons qu'en 2023, on fera mieux les choses. Alors, on a déjà un premier expert. Il est de la nouvelle société civile. Monsieur Robert Kabakela, à votre micro, bienvenue à vous. Merci, madame, pour l'accueil que vous nous avez réservé sur votre plateau. Alors, vous suivez au fait le processus électoral, on va se le dire quand même, depuis que nous avons amorcé le processus des élections démocratiques, n'est-ce pas? Vous êtes parmi ceux qui suivent, vous faites partie des experts électoraux. Aujourd'hui, si on va partir de 2006 à aujourd'hui, on peut quand même se dire qu'au-delà de tout ce qu'on dénonce, au-delà des revendications, le pays marque quand même des pas où il fait du surplace. Merci, madame, pour la question et surtout pour l'invitation, l'honneur que vous nous avez fait de partager avec les téléspectateurs de B1 certaines informations sur les processus électoraux dans notre pays. Au troisième cycle, est-ce qu'on avance ou on fait du surplace? C'est comme vous le dites, c'est un processus. Vous savez, lorsqu'on fait 30 ans, 3 décennies, sans se mettre à cet exercice dans la démocratie qui consiste à permettre aux citoyens de participer à la gestion de leur cité à travers les élections, à travers les élus, ce n'est pas facile. Et donc, nous sommes dans un processus et nous pensons qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous allons nous améliorer, si bien qu'on peut avoir des ratés, même dans les pays, dans les démocraties occidentales, dites démocraties avancées, il y a toujours des ratés. Vous allez vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, les élections venaient de se passer aux États-Unis, vous en connaissez quelque chose, et donc nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de nous améliorer, tout en tirant les leçons de ce que de nos faiblesses. Nous essayons, je pense que nous essayons d'avancer petit à petit, on arrivera quand même. Qu'est-ce qu'on devait mettre dans les lots de nos faiblesses que nous savons identifier? Donc, c'est entre autres les acteurs. Les acteurs qui sont appelés à compétir, n'est-ce pas? Qui ne savent pas encadrer leurs militants, qui ne savent pas encadrer les électeurs. C'est surtout ça, de telle sorte que lorsqu'on arrive à
l'échéance, on ne sait pas se tolérer, on ne sait pas accepter les résultats. On attend de s'intéresser à la question électorale à la veille de l'échéance. Et donc, de ce point de vue, vous allez comprendre que personne ne comprendra pas pourquoi il est allé aux élections, comment faire pour éviter qu'on perde le voix. Vous savez, généralement, les acteurs politiques ne s'intéressent aux électeurs qu'à la veille des élections. Et quand on leur demande de préparer les témoins, généralement, ils vous disent non, bah témoin, bah petit nanga mo bazara na coin wa. Kasi ba petit pe balinga, ba tcha au poids. Petit nanga bazara na coin wa, na représentation ba 2000, ba osela nga makambo wana. Et vous allez vous retrouver devant un témoin dans les bureaux de vote qui ne sait pas pourquoi il est dans ces bureaux de vote. Et c'est ce témoin, parce que vous lui avez remis 5 000 francs en lui disant petit, ce qu'il y a PV, 5 000 moussous, c'est ton petit-là du coin qui ne sait pas pourquoi il est dans ces bureaux de vote, qui vous appelle pendant que les élections sont en train de se dérouler, qui vous appelle, vieux, ah, déjà, Ozana, petit vieux, Yoza, Yonde, Ozo, ah, vieux, Yonde. Et quand on fait la compilation à la fin, même la voix de ces petits, il y a vieux, il n'y en a pas. Et au finish, ce sont les premiers qui vont descendre dans la rue pour dire qu'on a volé nos résultats. Et donc, c'est tout ça mis ensemble qui fait que ça doit être renforcé. De telle sorte que chacun sache c'est quoi les élections, à quel moment je dois, parce que les élections c'est un cycle, à quel moment je dois faire quoi, je dois suivre quoi, quoi faire. Tout ça, c'est des éléments, comme nous l'avons dit au départ, nous sommes dans un processus et je crois que chacun de nous comprendra son rôle, comment le faire et quand le faire. Ben, comprendra son rôle si et seulement si on lui dit également c'est quoi son rôle, parce que vous l'avez évoqué ici, il y en a qui ne savent même pas. Il y en a aussi qui ont du mal à gérer même leurs militants. Déjà que chez nous, on est fan. Si c'est M. Kabakele, on dit, nous, on soutient M. Kabakele. Donc, pour nous, c'est notre candidat qui est le meilleur. Donc, c'est notre candidat ou personne. Alors, si déjà M. Kabakele lui-même ne maîtrise pas son rôle, comment il va expliquer aux autres? Mais est-ce que la CENI n'a pas un rôle à jouer là-dessus par rapport vis-à-vis de tous ces candidats? Effectivement, toutes les parties prenantes, chaque partie prenante aux élections a un rôle à jouer. La CENI, comme un organe de gestion électorale, a son rôle d'organiser techniquement les scrutins, d'informer les parties prenantes sur ce qu'ils doivent faire, de sensibiliser les électeurs, de sensibiliser les partis politiques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le cadre de concertation qui existe entre la CENI et les parties prenantes aux élections. Et dans ce cadre, les gens se donnent des informations sur quoi faire, quand faire, mais aussi et surtout, les partis politiques doivent éduquer leurs militants. Pour que le militant ne vienne pas voter l'individu, mais il vient voter les projets de société. Ces projets qui répondent aux besoins que nous avons dans notre communauté. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Nous votons généralement, nous faisons un vote tribal, un vote familial, un vote fraternel. C'est très dangereux. C'est mon vieux. On ne fait pas, voilà. Et on ne fait pas un vote objectif, un vote parce que cette dame, ce monsieur, a développé un projet de société qui répond aux besoins de ma communauté. Voyez-vous. Je vote parce que j'ai pris une bière. Je vote parce que on m'a donné un t-shirt. Un t-shirt. Voilà. Et souvent, moi, quand nous sommes pendant la sensibilisation, je dis
aux électeurs, je leur dis, attention, lorsque vous avez voté quelqu'un parce qu'il vous a donné 1000 francs, 2000 francs, il faut le laisser pendant 5 ans récupérer son argent. Oui, parce que vous ne l'avez pas voté parce que vous ne l'avez pas voté parce qu'il vous a présenté un projet de société qui vous a convaincu, mais vous l'avez voté parce qu'il vous a donné 1000 francs. Donc il a acheté votre voix. Donc il faut le laisser pendant 5 ans récupérer son argent. Et entre-temps, nous, on fait quoi? Non, vous avez déjà pris votre part. On a bouffé les 1000 francs, donc on n'a pas pendant 5 ans. Parce que vous l'avez voté parce qu'il vous a donné 1000 francs. Et donc, si quelqu'un vient vous dire, écoutez, je viens solliciter votre suffrage, c'est un pouvoir qu'on vient vous demander. On vient vous demander un pouvoir, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous amène 1000 francs et que vous lui donnez la voix parce qu'il vous a donné 1000 francs, écoutez, il a acheté votre voix. Mais si quelqu'un vient vous dire, voilà, vous-même, électeur, vous dites, monsieur, vous venez solliciter notre suffrage, en fait, c'est pour gérer pendant 5 ans les études de mes enfants, la santé, les transports en commun, c'est pour les logements pendant 5 ans, ma sécurité. Donc, voilà, dans mon environnement ici, c'est dont j'ai besoin. Et vous avez un cahier des charges, vous dites, voilà, est-ce que êtes-vous capable, si je vous donne le pouvoir pendant 5 ans, de répondre à ça? S'il vous dit qu'il est capable de le faire, il doit vous le montrer. Lorsque vous êtes devant quelqu'un qui vous dit que non, avec mes émoluments, je vais commencer à prendre 50% et orienter ça vers la construction d'un stade municipal pour vous. La différence, je vais vous construire un pont qui va traverser Biwan jusque chez Télé 50. Écoutez, mais c'est un démagogue. Mais ça, c'est un bon projet. Hein? C'est un démagogue qu'il faut tout de suite faire partir. Mais lorsque vous êtes devant un candidat qui vous dit, voilà, dans cette municipalité, il y a autant de taxes. Si moi je suis élu gouverneur, qu'est-ce que je dis? Je suis élu député provincial, député national. Avec ces 5 taxes, nous allons renforcer la loi au niveau de l'Assemblée nationale, de telle sorte que tout cet argent soit orienté, nous allons renforcer les mécanismes de contrôle, de telle sorte que tous ces fonds soient orientés vers la caisse de l'État. De telle sorte que si pendant 2 ans, nous prenons 5% de ces fonds orientés vers les caisses de l'État, dans moins de 3 ans, nous allons avoir autant. Et pour construire les stades municipaux, voilà ce que ça va nous donner. Voilà quelqu'un, je crois que parmi ces militants, parmi ces électeurs, il y a des intellectuels, il y a des gens qui réfléchissent, ils vont faire un petit calcul, effectivement ce qu'il dit est vrai, donc ces messieurs, nous pouvons lui faire confiance. En ce moment-là, vous l'avez élu parce qu'il vous a convaincu à travers un projet de société rationnelle. En ce moment-là, il devient redevable. Parce que de temps en temps, vous allez l'interpeller, vous dites, monsieur, où en sommes-nous? Mais quelqu'un que vous avez élu parce qu'il vous a donné de l'argent, vous n'avez rien à lui réclamer. Il n'est pas redevable vis-à-vis de vous. À ma place, je me comporterai de la même manière. Parce que j'ai payé et je dois faire les bénéfices. Donc, je dois récupérer mon argent. Voilà un peu et, la difficulté que nous avons, les votes que nous opérons. Et le lendemain, on dit, bon, Bandana voté qui est et Amatissa Atia... Non. Il a fumé son véhicule. Je ne sais pas. Non, il a raison. Il doit multiplier, il doit encore en voir plus pour que la prochaine législature, s'il avait donné 5 000, maintenant il augmente, il va donner 10 000. Donc, il ne faut pas les condamner. C'est nous citoyens, nous qui ne savons pas que les quelques minutes que nous faisons dans l'isoloir, c'est un engagement, c'est un pouvoir que nous donnons à un individu ou groupe d'individus pour nous gérer pendant 5 ans. Prenez 5 000, faites diviser 5 000 fois 12 mois, fois
Voilà, consentement. Et vous avez les résultats. Voilà la difficulté que nous avons. Vous parlez bien en société civile, vous responsabilisez les citoyens parce que c'est là le sens de notre souveraineté. Alain Bolonjoa, bienvenue. Bienvenue, Alain. Merci, en tout cas, merci. En tant que politicien, vous êtes partie prenante. Il s'agit du discours ici de démagogie véhiculé par des politiciens. Exactement. Visiblement, on se joue de la naïveté de la population. C'est comme ça que facilement on peut lui dire « je vais construire un pont, vous aurez de l'eau, alors que moi je ne suis pas régie des eaux. Vous aurez du courant, moi je suis devenu la SNEL et tout ça. » Et ça se pérennise. Et si le candidat a acheté vos voix avec 1000 francs, donc laissez-le pendant ces 5 ans récupérer quand même ces 1000 francs. Mais pourquoi vous allez payer? L'analyse est plausible, mais il y a une autre dimension qu'on doit intégrer. La mauvaise foi de la personne qui amène ces discours démagogiques. Ouais. Voyez-vous, parce que nous, élites, nous avons l'obligation d'enseigner à ceux qui sont nos administrés ou sinon ceux qui nous font confiance, de leur apprendre aussi comment l'État doit fonctionner. Parce que la grande difficulté, c'est que par moment, la population vote pour X, mais tel autre est élu. Hein. Ça s'est fait. C'est-à-dire que celui qui a donné l'argent n'est pas élu, celui qui n'a pas donné l'argent a été proclamé élu. D'autres aussi, il n'a pas donné l'argent, il a été élu, mais n'a pas été proclamé. C'est-à-dire toutes ces réalités-là mises ensemble, ça crée ce que nous appelons Congo et l'Oramakasi. En réalité, dans la gouvernance, comme l'a dit notre concitoyen, dans la gouvernance, c'est que nous, le Congolais, nous n'arrivons pas à intégrer. C'est la quantification de besoins. Voyez-vous, mais aussi la fixation des délimitations en termes de compétences. C'est ce que nous devons inculquer à notre population. Les députés ont un rôle clair. Dans la Constitution, on dit que les députés sont là pour contrôler ceux qui exécutent, mais aussi donner des orientations en termes de loi. Voyez-vous? Mais lorsque un député vient dans une approche d'exécution, naturellement, c'est un démagogue. Parce qu'il n'a aucun instrument pour le faire. Sauf peut-être s'il veut le faire dans un cadre privé, parce que nous voyons par moments des gens, le fait que l'État est quasi démissionnaire, il peut prendre des initiatives de construire des routes, de réhabiliter des ponts, d'aménager ou de réhabiliter des hôpitaux. Ça, c'est dans les cadres privés. Mais ce n'est pas en tant que député. Parce que si vous lisez très bien la Constitution, d'ailleurs, le principe qui gouverne tout ça, c'est la compétence et l'attribution. On ne peut faire que ce que la Constitution vous reconnaît comme compétence. Pourquoi j'ai insisté sur la quantification? Vous savez, madame, par moment, les gens ne savent pas que l'économie s'impose dans tout ce que nous faisons, que ce soit comme analyse, comme réalité. L'État congolais est défaillant. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à quantifier le besoin. Je prends un exemple. Vous voulez devenir président de la République. Commençons par là. Vous vous dites, non, voilà, je fixe le plafond de mon budget pluriannuel à 86 milliards. Voyez-vous? C'est facile de le dire. Mais comment y arriver? C'est là aussi la population, comme l'a dit notre concitoyen, doit insister. On doit démontrer comment y arriver. Parce qu'il ne suffit pas seulement de balancer les chiffres, alors qu'en réalité, sur le terrain, on ne sent pas. Quelles sont les réformes que vous aurez à initier pour que nous arrivions à avoir 86 milliards de dollars? Alors que vous avez trouvé un budget à peine de 4 milliards 600 millions, que vous n'avez même pas, vous n'avez pas pu mobiliser 70%, mais vous nous projetez dans les 86 milliards. C'est-à-dire que là, déjà, nous ne sommes pas réalistes. C'est vrai que nous avons des atouts, mais pour y arriver, il faut qu'il y ait des réformes. C'est dans les réformes que l'on arrive à mesurer la capacité des dirigeants. Quand vous initiez des réformes, il a si bien dit qu'on veut initier telle taxe, ça va augmenter. Ça, c'est très bon. C'est comme ça que l'on doit faire. Mais si on ne le fait pas, ou si on n'arrive pas à démontrer comment on va y arriver, la population doit en principe rejeter. Un autre problème, c'est aussi par rapport à la responsabilité des députés. Vous savez, madame, dans mon village, chez moi, il y a des gens qui ont promis la construction de routes. Et fort malheureusement, ils ont été élus. Même si vous avez profité de la naïveté de la population. En profitant de cela, la population a jeté son dévolu sur vous. Mais la moindre de choses, même si ce n'est pas vous qui allez exécuter, mais amenez au moins un projet. Voyez-vous?
amenez un projet au niveau du gouvernement, dites voilà, dans ma circonscription, il y a une route très importante qui va désengorger, qui va desservir, non, qui va faciliter le flux et ça va faciliter l'évacuation de tel produit, tel autre produit. Vous portez au moins, mais ce qui est surprenant, vous dites que vous avez acheté de voix et vous croisez les bras. Non, non, vous avez aussi une responsabilité morale de faire quelque chose. Parce que ce n'est pas parce que vous avez rançonné, vous avez corrompu les gens, que vous êtes exempté de la responsabilité. Non. Faites quelque chose. C'est-à-dire, vous concevez des projets, vous amenez au niveau de l'exécutif, et ça peut orienter. Dans la plupart des cas, on sent que l'ignorance n'est pas seulement du côté du peuple. Il y a des ignorants même du côté de ceux qui viennent demander le suffrage. Parce que pour plusieurs, ils n'ont aucune notion, ils ne savent même pas quel est le rôle du député. Ce n'est pas parce qu'ils veulent flatter ou mentir, non. C'est parce qu'eux-mêmes aussi sont ignorants. Dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que ceux qui agissent pour l'intérêt ou ceux qui se défendent au niveau de l'hémicycle n'atteignent jamais, je dis bien jamais 10%. Si on peut citer des bons députés, des gens qui sont visibles, qui apportent une autre dimension en termes de réflexion. Mais Alain, moi, ça me dérange un peu lorsque Alain dit, même les députés en question, ceux-là qui postulent finalement pour être élus, eux-mêmes ne savent même pas c'est quoi leur rôle. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent jouer dans la société. En dehors des critères, il faut avoir tel diplôme, il faut avoir tel niveau d'études. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen finalement pour le jauger un peu? Madame, déjà, c'est que moi, personnellement, je n'accepte pas. On pose comme critérium être porteur d'un diplôme ou sinon avoir une expérience politique ou une expérience de gestion. Ça, c'est comme si on semble négliger. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, bon, je prends un exemple, qui a fait la cordonnerie artisanale, ce que nous faisons d'habitude, le fait seulement d'avoir une expérience de 5 ans, ça correspond à un diplôme. Ça c'est grave. Il faut d'abord que la personne ait un diplôme. En sus du diplôme, vous ajoutez de l'expérience. Comment voulez-vous quelqu'un qui est D4? Il a fait 4e pédagogie. Le fait c'est bon qu'il a milité au sein d'un parti pendant 5 ans. Il brandit ce document-là en tant que parlementaire debout, militant d'un parti, et vous le considérez comme comment on l'appelle, comme un document tenant lieu d'une certaine expérience. Non. Il faut que nous arrivions effectivement à imposer aussi l'étude faite. Pas seulement l'étude faite, mais l'étude faite. Que le minimum soit gradué. Voilà, tout ça, ça relève de la loi électorale. Monsieur Idriss Katenga, bienvenue à vous. Votre micro, vous êtes de la CIME, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'avec la nouvelle société civile, avec le CLC, avec Rien sans les femmes, ça va faire oui structure, la Senco et tout. Vous êtes mis d'accord ensemble pour travailler par rapport à la surveillance électorale, ce qui n'est pas une première. Parlez-nous un peu de ce projet-là, Prisme. Où est-ce que vous en êtes? Très bien, merci madame. Je salue l'opinion qui nous suit. Évidemment, comme vous avez remarqué, les élections constituent toujours un problème dans notre pays. Ailleurs, les élections, c'est une occasion pour renouveler la classe politique et donc pour aspirer à des ambitions nouvelles. Mais chez nous, les élections sont toujours source d'inquiétude. Alors, la plupart du temps, on estime qu'il faut avoir de bonnes lois, il faut avoir de bonnes pratiques, il faut avoir de bonnes personnes pour promouvoir de bonnes élections. Mais tout cela, on ne peut pas l'obtenir par un coup de baguette magique. Il y a des efforts qu'il faut déployer pour arriver au résultat. Alors, et le pays a choisi la voie des réformes, même si par rapport à la question, les violons ne s'accordent toujours pas. Mais le pays a quand même choisi la voie des réformes et il y a des réformes qui sont mises en place tant bien que mal.
Alors, au niveau des organisations que vous avez citées avec notre partenaire EISA et avec l'appui de l'Union européenne, nous avons convenu d'accompagner ce processus de réforme. J'ai dit bien processus parce que je pèse mes mots. Les réformes, on ne les obtient pas en un jour. C'est comme une sorte de dialectique. Ce que vous estimez bon aujourd'hui, vous allez voir demain quand vous l'atteignez, ce n'est plus suffisant parce que l'environnement change, parce qu'il y a des problèmes nouveaux qui se posent. Alors les organisations dont vous avez parlé, vous voyez un peu la diversité. Nous avons dit, au lieu de tirer chacun dans son coin, de tirer des coups dans son coin, pourquoi ne pas nous mettre ensemble? Pourquoi nous ne pouvons pas fédérer nos réflexions, nos propositions et appuyer l'évolution de notre pays vers des processus électoraux beaucoup plus apaisés? C'est possible parce que ça s'est passé ailleurs et il est possible que ça se passe chez nous aussi. Ce qui est possible chez vous jusqu'ici ne l'est pas encore forcément chez les confessions religieuses parce qu'il faut mettre en place la CENI. Bon, je suis embarrassé par votre question, mais je vais quand même y répondre. Ah ouais. Il n'y a pas de problème particulier aux confessions religieuses. Non. Je sais que vous faites allusion aux douleurs d'enfantement connues dans la désignation du président de la CENI et d'un autre délégué. Mais je vous dis, madame, tout réside dans la compréhension des textes. Tout réside dans la culture démocratique, la culture électorale. Aujourd'hui, par exemple, les esprits s'achoppent sur le concept de consensus. Alors, les gens confondent consensus et unanimité. Le consensus, madame, nous sommes, si je regarde sur ce plateau, nous sommes à 5. À 3, non, plutôt à 6. À 3, il n'y a pas vraiment consensus. Vous voyez que l'opinion sur le plateau est émiettée. Mais à 4, il y a déjà consensus. À 5, il y a un large consensus. Mais si c'est 6, il y a l'unanimité. Ça, ce sont des petites notions que les gens doivent comprendre pour arrêter de nous tirailler sur des petites questions de détails. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des confessions religieuses? Parce que c'est de cela que vous parlez et l'opinion doit les savoir. Les confessions religieuses ont la lourde tâche de désigner le président de la CENI. Dans un environnement congolais où on pense que c'est seul le président de la CENI qui organise les élections. Ce qui est erroné. C'est toute une équipe. Pour les élections passées, on croit que seul M. Nanga a organisé les élections. Et ce qui est curieux... Il proclame. Non, mais il ne proclame que ce qui a été mijoté par ensemble. Voilà. Alors, le problème, c'est que nous avons vu pour le cas du président Corneille Nangaa que même les partis politiques qui ont envoyé des délégués à la CENI ont tiré à boulet rouge sur la CENI. Ça, il faut corriger. Ce n'est pas un individu qui organise les élections. Bon, maintenant, je disais que les confessions religieuses savent qu'elles ont une grande responsabilité. Même quand il y a des problèmes par rapport au processus, il y a même des pertes en vies humaines. Quelque part, les confessions religieuses se disent, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous avons quand même désigné une pièce maîtresse. C'est ce qui fait que pour ce processus, les confessions religieuses ont dit, mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait avant, mais qui peut permettre que les choses se fassent mieux maintenant? Elles ont commencé déjà en 2019. Elles ont commencé déjà à mettre sur place une charte. Une charte qui régit. Parce que la plateforme de confessions religieuses, souvenez-vous, elle existe depuis la conférence nationale souveraine. Et le premier président, c'était le feu et le cardinal Monsengo, d'heureuse mémoire. Bon, maintenant, la plateforme a fonctionné avec la seule volonté des chefs de confession religieuse. Maintenant, on a dit, il faut, parce que maintenant nous avons des responsabilités beaucoup plus délicates, nous devons définir les mécanismes. Elles se sont dotées d'une charte. En ce qui concerne la prise de décision, il a été convenu que les chefs de confession religieuse prennent leurs décisions par consensus. Par consensus. Mais au cas où le consensus n'est pas au rendez-vous, qu'ils passent au vote. Parce que le vote, c'est quand même une valeur démocratique. Si les confessions religieuses désignent le président de la CENI, elles participent
au processus. Alors, vous ne pouvez pas promouvoir les élections en refusant de vous appuyer sur les véritables valeurs qui peuvent promouvoir les bonnes élections. Alors, c'est cela. La difficulté aujourd'hui, madame, parce que vous avez posé la question, c'est que les confessions religieuses, et moi je vous parle de la charte avec bonheur parce que je suis l'un des initiateurs de la charte, alors que j'étais encore secrétaire général au niveau de la communauté islamique. Je peux même, sans fausse modestie, vous dire que je suis l'initiateur principal de la charte, parce que c'est moi qui l'ai rédigée, je l'ai proposé à mes pairs et tout le monde a adopté. Alors maintenant, le jour où il faut mettre la charte en œuvre, on se refuse de mettre la charte en œuvre. Alors à quoi ça sert d'avoir des lois si vous ne voulez pas utiliser ces lois pour vous régler vos problèmes? C'est à ce niveau-là, et l'opinion doit les savoir. Malheureusement, bon, je crois que je peux m'arrêter là. Christian et Mango. On insiste sur la dépolitisation de la CENI, alors qu'il y a une certaine opinion qui pense que finalement, ce n'est que de l'utopie. Comment allons-nous dépolitiser? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'utopie. En tout cas, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Nous, les politiciens, on en voit, nous-mêmes, on dépolitise. Si tel est le cas, on doit dire que la Cour constitutionnelle est politisée. Parce que ce sont les politiciens qui envoient. Et pourtant, nous savons que la Cour constitutionnelle ne doit pas être politisée. Ah, ne doit pas être. Merci. Si la Cour constitutionnelle commence à être politisée, ça veut dire que ce n'est plus une Cour constitutionnelle. Ça veut dire que c'est devenu une instance, une Cour politique, où c'est devenu un Parlement, où on ne prend pas des décisions par l'objectivité, mais on prend des décisions par sentiment, c'est-à-dire une autorité qui a une vision dit « moi je veux qu'on aille dans tel sens », mais cette vision-là, on sait qu'elle est discutable. D'autres disent « on n'y va pas », d'autres disent « on y va ». Alors, dans ce cas-là, on sait que c'est politique parce que, d'ailleurs, même les juridictions, lorsqu'on prend une décision, il y a une époque ici avec l'affaire qui avait opposé la nomination du Premier ministre Léon Kengo-Adondo et que Étienne Tshisekedi était allé devant les cours et tribunaux pour critiquer cette décision-là devant les cours et tribunaux. On lui avait réservé une réponse adéquate en lui disant que les cours et tribunaux ne peuvent pas discuter sur les décisions de sentiment politique. Quand un chef d'État nomme un Premier ministre, c'est son bon gré. Vous n'allez pas lui dire pourquoi vous avez nommé ce Premier ministre-là. Si seulement il remplit les conditions, il l'a nommé. Vous n'allez pas poser la question pourquoi. Ou ça aurait dû être moi. Non, ça c'est sa volonté. Donc, mais la Cour constitutionnelle, en l'occurrence, ce n'est pas une question de la volonté d'un individu qui fixe une vision. Non, c'est le droit, ils examinent. D'autant que les personnalités qu'il faut envoyer tant à la Cour constitutionnelle qu'à la CENI ont un devoir d'ingratitude, comme on l'appelle ça. Vous avez vu la saga aux États-Unis, même si c'est un juge qui est nommé par Donald Trump, les jours où ce juge-là estime que ce n'est pas le droit, ce juge-là fait son ingratitude envers la personne qu'il a nommée. C'est ça, ce qu'on attend de la CENI. Donc quand on parle de la dépolitisation, j'ai été plus ou moins surpris de la réaction du président de la commission PAJ, politique administrative et judiciaire, de l'Assemblée nationale, lorsque Délis Sessang, en l'occurrence, lui a dit nous avons lutté ici, nous étions dans la rue pour dépolitiser la CENI. Le président dit non, nous n'avons pas dépolitisé la CENI parce que c'est toujours les politiciens qui envoient. Donc c'est comme si dans la conception du politicien, ceux qu'on envoie à la CENI sont allés exécuter leur vision, alors que ce n'est pas du tout ça. Sont allés appliquer, dire c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. Il a le devoir d'ingratitude envers vous parce que dès l'instant il constate que c'est vous qui n'avez pas gagné, même si c'est vous qui l'avez délégué, il vous dit c'est pas vous. Mais ça, c'est ce que nous disons ici sur ce plateau, mais c'est que nous avons vécu également durant toutes ces années. Pour moi, la première fois de voter, c'était en 2006. Donc, depuis 2006 jusqu'à... Ce n'est pas ce que Emango dit. Espérons qu'en 2023,
Ça sera comme ça. Même les politiques vont envoyer Alain Bolodjoa là-bas à la CENI. Et ils ne vont pas lui demander des comptes. Alain, tu ne seras pas, tu ne dois pas, comment dire, témoigner ta gratitude envers ceux-là qui t'ont envoyé. Non. Oh, l'ingratitude est condamnable. Pour ce cas-là, l'ingratitude n'est pas condamnable. Je sais qu'on va aller à la pub. Juste 30 secondes, je voulais mettre cette incise-là parce qu'on veut effacer cette expression-là de dépolitisation pour dire, mais de toutes les façons, c'est toujours les politiciens qui envoient. Alors que nous devrions dire à la population la vérité. Dépolitisation doit rester à cause de l'ingratitude. Mais si on veut dire que la CENI sera toujours politisée, mais remettons ça au ministère de l'Intérieur. La pub, mesdames et messieurs. De retour sur ce plateau, monsieur, vous voulez réagir? Oui à la dépolitisation, oui à l'ingratitude. Oui, je voudrais effectivement réagir à cette question de politisation, un débat inutile. Parce que moi, je partage pleinement l'avis de mon compatriote qui venait d'évoquer la question. Notre pays ne doit pas s'enliser dans des débats, on débat de n'importe quoi. Alors, j'ai suivi et j'ai eu le privilège de discuter avec l'honorable Délice Sanga et le groupe de 13 autour de la question de politisation. Et visiblement, la demande était en faveur de la société civile parce que dans sa proposition, même la proposition de Tundula, on voulait que la CENI soit confiée uniquement aux acteurs de la société civile. Alors, j'ai suivi également les déclarations de l'honorable professeur, le président de la commission PAJ, qui disait que la CENI ne peut être que politique. Dans les deux cas, je vais conseiller aux éminents politiciens, ce sont des brillants députés, de savoir que les questions électorales, évidemment, tout le monde peut en parler à tout le monde, à tous les niveaux. Mais il y a des spécialistes qui peuvent parler des questions. La CENI, la commission électorale, ne peut être qu'indépendante, quelles que soient par ailleurs les personnes qui la composent. Maintenant, l'indépendance de la CENI n'est pas liée à la provenance des acteurs. Il est venu de la société. On peut politiser à outrance la CENI avec des acteurs venus de la société civile. Comme maintenant la société civile a des tendances de gauche, de droite. Oui. Et tout comme on peut la dépolitiser avec des acteurs venant des partis politiques. Le problème, c'est quoi? Là aussi, nous devons nous mettre d'accord autour du concept de dépolitisation. Une commission électorale dépolitisée, c'est quoi? Comment elle peut être dépolitisée? Une commission électorale peut être dépolitisée par son professionnalisme. Parce que les gens qui connaissent exactement ce qu'il faut faire par rapport au processus électoral. Quelle relation avec les parties prenantes? Quelle manière prendre les décisions? Ils ne peuvent être qu'apolitiques. Mais, donc je dis indépendance. Indépendance, mais aussi éthique. L'éthique des dirigeants. Les animateurs peuvent bien venir des partis politiques. Mais s'ils ils observent des valeurs éthiques éprouvées, ils peuvent constituer une CENI indépendante. L'éthique, là, vous allez me demander c'est quoi? Eh bien, l'éthique, c'est la capacité de proclamer, sans modifier, les résultats tels qu'ils ressortent des urnes. Il y a eu beaucoup de documents signés dans ce sens. Donc, ce que vous dites là, quand vous délibérez seul, et c'est ce que vous proclamez à l'opinion. Donc, l'éthique, l'intégrité, c'est ça. Et puis, un effort pour garder la même distance avec toutes les parties prenantes des élections. Mais si un acteur, un dirigeant, un membre de la CENI, il a des relations privilégiées avec une partie prenante, il peut bien provenir de la société civile. Malheureusement, la CENI ne sera pas indépendante. Donc, c'est possible d'avoir une CENI. Et c'est pour cela que nous faisons le plaidoyer pour que la CENI puisse intégrer ceux qui connaissent l'organisation, la gestion des processus électoraux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut gérer un processus électoral. Au niveau de pour assurer, je vais te chuter par là, il y a plusieurs mécanismes qui assurent l'indépendance d'une commission. D'abord, je vous ai dit professionnalisme. Professionnalisme, c'est quoi? Le respect strict des lois. Quand il y a les lois, il ne faut pas inventer, il ne faut pas faire recours à votre propre imagination. Mais oui, aussi, il y a de bonnes pratiques.
les bonnes pratiques, je vais vous donner un exemple de bonnes pratiques. Vous savez, au Ghana, par exemple, et je reviens toujours à cet exemple parce que le Ghana, aujourd'hui, constitue une place forte en Afrique pour les questions électorales. Au Ghana, les 7 membres qui constituent la commission électorale sont tous nommés par le président de la République dans son pouvoir discrétionnaire. Il ne consulte personne. C'est lui-même qui scrute son pays. Il voit qui peut l'aider, qui peut organiser pour le pays des bonnes élections. Et il nomme. Personne ne conteste. Mais une fois il a nommé, comme mon jeune co-débatteur le disait tout à l'heure, les personnes qui ont été désignées ignorent l'existence du président et ne travaillent qu'avec les lois. Maintenant, en faisant recours à leur expertise pour les bonnes pratiques. L'une des très bonnes pratiques que j'apprécie au Ghana, c'est quoi? Au Ghana, la commission électorale ne prend aucune décision sans avoir sondé l'opinion. Il y a des cadres de concertation. On consulte les confessions religieuses. On consulte les partis politiques. On consulte la société civile. On consulte les médias. On consulte les autorités traditionnelles. Parce que chez eux, l'autorité traditionnelle est encore très forte. Et une fois on a consulté, je dis bien on consulte, ce n'est pas qu'on les invite pour informer des décisions qui ont été prises, non. Là, et quand il y a de bonnes propositions, le rôle de la CENI, c'est de faire des arbitrages pour trouver les justes milieux. C'est pour cela qu'il est difficile qu'une décision de la CENI soit contestée aujourd'hui au Ghana. Et ça, ce n'est pas dit dans une quelconque loi. Ça, c'est une affaire des experts, et c'est pour cela que nous classons cela parmi les bonnes pratiques. Alors, il y a des experts. Et c'est pour cela que même au niveau des confessions religieuses, nous avons dit la désignation. Il y a des grands experts électoraux dans notre pays. Après autant de processus électoraux. Alors, maintenant, le problème, vous allez me dire, mais il y a des bons électeurs, mais pourquoi on conteste chaque élection? Moi, j'aimerais qu'on débatte de cette question aussi. Que vous nous posiez cette question pour dire pourquoi, alors que le pays a développé quand même une crème dans le domaine des élections, une crème acceptée à travers le monde. Oui, en fait. Mais chez nous, il y a toujours débat en rapport avec les élections. Parce que vous n'avez qu'à être ingrat, c'est ça? Donc je chute en disant que la CENI, son essence et sa vocation, c'est d'être indépendante. Et s'il y a un politicien qui pense que la CENI doit demeurer politisée, je crois qu'il a un mauvais agenda par rapport à la question. Ou il n'a pas encore compris de quoi il s'agit. Monsieur Kabakela. Oui, pour appuyer ce que l'imam vient de dire et aussi appuyer les principes d'ingratitude avancés par l'ami en face. Vous savez, toujours un pays africain, le Sénégal. Les élections au Sénégal sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Il y a au ministère de l'Intérieur une direction générale des élections. J'ai posé la question et à côté de cela, il y a une commission qu'on appelle Sénat, Commission électorale nationale autonome. Elle est là pour surveiller les actes posés par la direction générale des élections si ces actes sont conformes à la loi. Je pose la question parce que nous sommes allés un peu échanger avec avec ces pays-là sur l'organisation des élections. Je pose la question au directeur général chargé des élections, au ministère de l'Intérieur. Je lui pose la question. Pouvez-vous nous expliquer, ici en Afrique, vous êtes nommé par le président de la République qui est responsable d'un parti politique et qu'on organise les élections, lui échoue et vous êtes là. Voilà la réponse pour appuyer les principes d'ingratitude. Il dit, monsieur, le président m'a nommé pour organiser les bonnes élections. Et ici, je suis soumis à la seule loi. Que me dit la loi par rapport à l'organisation des élections? Et voilà, c'est en Afrique. Ce n'est pas ailleurs. C'est pour effectivement la CENI doit être. On peut la dépolitiser avec les éminents politiciens, tout comme on peut la politiser à outrance avec les acteurs de la société civile. Tout est fonction de l'éthique de l'homme. La conscience. Est-ce qu'il sait ce à quoi il est appelé à faire? Tout est là-bas, n'est-ce pas? Et donc,
c'est un faux débat. La Sénat au Sénégal, le président est choisi parmi les hauts fonctionnaires qui ont brillé par leur probité morale. Ok. Et c'est le président qui les choisit et qui les nomme. Voyez-vous? C'est des qualificatifs difficiles chez nous. En probité morale, on va primer. Ça, c'est quand même... Non, les citoyens, les bons citoyens dans ces pays existent. Il y en a, oui. Mais seulement, nous sommes animés de mauvaise foi, Ouais. tout simplement parce que la tête de celle-là ne me plaît pas. Il est plus long, plus élancé que moi, il est plus court que moi, il est plus brun que moi. Tout simplement ça. Les bons citoyens Ou encore, dans ces c'est parce pays que les mauvais ont toujours pris capables- les devants. Finalement, on a du mal à faire confiance de aux bons. nous organiser des bonnes élections et acceptables par tous. Donc vous êtes vraiment... Vous savez que le degré même, je l'ai dit ici, que la contestation, même dans des pays de vieilles démocraties, dites des pays avancés, il y a toujours des contestations. Il y a des fraudes. Oui. Mais tout est fonction du degré, de l'acceptabilité de ces degrés des fraudes ou des contestations. Alain Bolonjo partage son avis. Il y a des bons, mais il faut les trouver. Bon, madame, si seulement toutes ces réflexions ont été pendues pendant que nous parlions de Malonda, on allait comprendre directement que nous étions dans le bon. Et fort malheureusement, lui n'a pas bénéficié de toutes ces analyses-là. Voyez-vous? Pendant que nous parlions de la CENI, des réformes, de choix des animateurs, la société nous a lancé dans les débats. Malonda a été proche d'Etel. Il ne pouvait pas présider à la tête de la CENI, justement parce qu'il serait proche d'Etel. Aujourd'hui, qu'il y a un autre proche d'Etel, on considère que même si cette personne-là a été choisie, il serait soumise aux lois, ce qui veut dire que même la loi sélectionne des individus et l'analyse suit par rapport au centre d'intérêt. Ce qui veut dire que le problème que nous débattons aujourd'hui a toute sa raison d'être. L'indépendance de la CENI, c'est vis-à-vis des politiques, d'abord. Vis-à-vis des politiques. Parce que la CENI, en tant que réalité juridique, a besoin de coexister avec d'autres institutions. Il y a une certaine dépendance, bien que négligeable, avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui finance et c'est le gouvernement qui aide la CENI à exécuter son Jusque-là, programme. ça fonctionne. Au niveau du gouvernement, au niveau du président, il y a une certaine dépendance par le fait que les membres de la CENI passeront impérativement par le président de la République. Au niveau du Parlement, la CENI dépend du Parlement parce que c'est le Parlement qui coordonne la plupart des choses et qui donne à la CENI le loi. Il y a une certaine dépendance. Mais ce que les autres ne veulent pas, c'est de voir la politisation en outrance. Parce que déjà, dans les débats au niveau des partis, on ne va envoyer au niveau de la CENI que des personnes qui ont fait allégeance au chef du parti. Et lorsque vous faites allégeance au chef, déjà pour être envoyé, cela sous-entend que dans l'occulte, on vous impose de faire sa volonté. Parce que apparemment, nous semblons négliger la dimension anthropologique. Vous prenez les cas de Ghana, du Sénégal, mais vous avez insisté sur un élément, la qualité de l'homme. Ce n'est pas ce que nous vivons. Nous sommes dans d'autres réalités. Parce que si vous voulez transposer ce qui se fait ailleurs et que vous n'intégrez pas la dimension anthropologique, vous tapez à côté. Parce que notre problème, c'est que les gens considèrent les leaders de leur parti comme des dieux. Et quand on vous envoie quelque part, vous devez les servir. On le voit au niveau de l'administration publique. On nomme un secrétaire général, mais on veut assez que le secrétaire général fasse ce que le président ou la personne qui l'a mandaté veut. Et pourtant, l'administration publique est déjà apolitique. Les entreprises publiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est l'homme congolais qui pose problème. Et donc, si nous voulons contextualiser par rapport à nous, cette méfiance-là est légitime. Les gens qui ne veulent pas voir le membre de partis politiques au niveau du bureau est légitime. Et moi, personnellement, je considère que pour que nous essayions d'atténuer, on doit réduire le pouvoir du bureau national. C'est-à-dire que si déjà on pouvait lever l'option de la décentralisation,
Et deuxièmement, renforcer le contrôle au niveau des CEP. Dès lors qu'on va finir le dépouillement et consorts, on arrive au niveau de CEP, au niveau provincial, que l'on commence à publier les résultats de la présidence et des autres circonscriptions déjà à ces niveaux-là. Que le bureau national constate la réduction de son pouvoir pour que celui-ci n'ait pas la capacité à falsifier les informations. Nanga n'était pas techniquement, il était quand même calé. Mais Nanga n'a pas servi la République. Nanga a servi Kabila. Nanga a servi Kabila. Et si nous avons tous levé l'option de donner la présidence aux confessions religieuses, parce que nous supposons que cette confession religieuse bénéficie d'une présomption de neutralité. La loi déjà constate que le politique ne pouvait pas être à la tête de la CENI. La loi. Nous avons tous accepté que la confession religieuse, si c'était le cas, alors pourquoi n'avoir pas donné à la majorité de membres du bureau de se choisir le président? Parce que nous ne voulons pas voir un politique. C'est-à-dire que le problème, c'est que cette loi-là, dont vous faites allusion aujourd'hui, cette loi-là dégage d'un côté le souci de rendre neutre le personnel et de l'autre côté le souci de rendre dépendant. On nous a dit qu'on a fait une réforme, cette fameuse réforme. On nous dit que la personne qui quitte et qui est nommée n'est plus redevable vis-à-vis de la personne qui l'a choisie. On l'a consacré dans cette fameuse... Mais la Constitution parle de la même chose pour les députés. Mais nous ne vivons pas ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que aujourd'hui, les gens n'ont pas la capacité d'aller au-delà de ce qu'il y a. Moi, j'encourage la société civile. Lorsque vous trouvez au niveau de Ghana, il y a telle option. Au niveau du Sénégal, il y a telle option. Alors, inventez un autre système. Parce que ce système aussi a démontré ses limites. En 2006, on a fustigé Abbé Malou Malou. En 2011, on a fustigé Ngoï Moulouda. En 2018, on a fustigé. Chaque fois que l'on fustige, on devait en principe tirer des leçons et essayer de réinventer quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas obligés de rester dans ces carcans qui voudraient assez qu'à chaque fois qu'on réfléchit de manière superficielle, non, voilà le problème. Non, le problème est profond. Le problème est profond. La qualité de l'homme congolais reste à désirer. Et nous pensons que c'est un processus. Non, mais le processus, oui, mais on s'est posé une mauvaise question pendant la réforme. Si vous avez bien suivi le membre de la société civile, même pendant la réforme. On reviendra pour un autre numéro sur les réformes, justement, parce que l'opinion doit comprendre. D'ailleurs, si on peut revenir sur ça le vendredi prochain, sur ça les sera réformes, une bonne chose. quels sont les grands axes? Qu'est-ce qui a été proposé? Madame, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien, c'est du torchon. Il n'y a rien. On n'a rien vu. En tout cas, on n'a rien changé de substantiel. Parce que tout ce que l'on nous dit là, ce sont des intentions, mais dans le fait pose problème. Question que nous devons tous nous poser. Alain. Denis Kadima est soutenu par un parti politique. Posez-vous la question pourquoi. Alors, vous allez nous apporter la réponse le vendredi prochain à cette question-là. Je crois que... Il a soulevé beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions en tout Voilà cas. pourquoi on dit par rapport à temps. Le problème, tout est parti de la charte. Parce qu'effectivement, la loi... Mais la loi a bien voulu, pour celle qui venait d'être révisée et qui est en vigueur déjà, la loi a bien voulu, d'abord la question du bureau, pour ce qui est des réformes, peut-être qu'on en parlera le vendredi, comme vous l'avez dit, mais le bureau, on a senti un petit déséquilibre. Mais la question présente, c'est la problématique du président de la CENI, et c'est la charte. Heureusement, nous avons le concepteur ici. Bon, mais oui, mais on remet dans le paquet. La conception est venue de quelqu'un. Vous l'avez dit sans fausse modestie, et nous devons le reconnaître. Les problèmes est parti de disposition de la charte, effectivement. Alors, puisque nous avons la personne qui l'a élaboré, la grande question qui s'est posée, c'est que quand on dit toutes les décisions sont prises d'abord par consensus, à défaut du consensus, on passe au vote. Alors, le pont entre le consensus pour passer au vote, est-ce qu'il n'y a pas une décision qui est prise d'abord pour constater qu'il n'y a pas de consensus? Maintenant, nous passons au vote. Parce que si c'est une décision qui doit être prise à la base
Parce que ça aussi, j'imagine que c'est une décision. Nous constatons qu'il n'y a pas consensus, nous passons au vote. C'est une décision. Alors, si cette décision-là n'est pas prise aussi par consensus ou n'a pas été votée, comment nous allons passer au vote? C'est la grande interrogation. Et là, nous avons besoin d'une interprétation. Certainement des concernés. Parce que si c'est une décision, alors cette décision-là doit aussi suivre la même procédure. C'est-à-dire passer d'abord par le consensus. Au niveau du consensus, nous disons non, on ne trouve pas on ne s'entend pas, passons au vote. Mais dans les faits, j'ai eu l'impression que il n'y avait pas de décision concernant d'abord la constatation du consensus avant que les PV ne soient déposés. Ça veut dire que les deux confessions religieuses, le groupe des 2 et des 6 comme on les appelle maintenant, le groupe des 2 dit nous avons pris une pause, le groupe des 6 dit on nous avait chassés. Donc il n'y avait pas d'abord le consensus au départ ou la constatation de l'absence de consensus pour passer au vote. Et aujourd'hui, la question de Kadima ou Ebotoko, nous avons tant fouiné. Mais moi, je me rappelle une époque, ici nous étions en 2016, et c'est ce que je conseillerais par exemple au candidat Denis Kadima. Nous sommes en 2016, Eden Kodjo vient faire le dialogue des Congolais. J'ai fini par là. J'ai fini par là, c'est très important. Je le dis en 30 secondes. Eden Kodjo fait le dialogue, oui, je vois. Eden Kodjo vient faire le dialogue, ça échoue. On entend des supputations que Kofi Annan pourrait venir. Mais avec le climat politique, on a appris, Jeune Afrique, etc., ont écrit que Kofi Annan a désisté. Il a estimé qu'avec le climat, il ne pouvait pas. C'est ça qui montre le degré de votre indépendance. Si Denis Kadima pose un tel acte pour dire, comme on ne s'entend pas, moi je ne mets pas mon nez là-bas, ça lui donnerait un peu plus de personnalité. Mais quand on est en train de s'accrocher, coûte que coûte, Malonda ne l'avait pas fait non plus. Ça, c'est pas congolais. Alors... Bon, je commence par cette question. En 30 secondes, parce que c'est vraiment. Parce que le reste, vous avez encore vendredi. Parce qu'ils ont dit, et j'aime débattre avec les gens comme. De toute façon, on vous a calé les vendredis. Ça, j'adore. J'aimerais bien me retrouver avec eux ici ou ailleurs. Voilà, ici. Alors, s'agissant de Malonda, je prends à témoin le plateau. Moi, je suis venu ici autant de fois. J'ai débattu avec la société civile. J'ai débattu avec les partis politiques pour Malonda. Ce que j'ai dit pour Malonda, c'est malheureusement ce que je vais dire pour Kadima aujourd'hui. Parce que ces gens-là ne se choisissent pas. Votre micro, c'est... Ces gens-là ne se choisissent pas. C'est nous qui les choisissons. Et que donc, il ne faut pas les mêler de ce débat. Malonda, quand nous l'avons choisi... Est-ce qu'on ne les propose pas indirectement pour que les églises puissent les récupérer? Voilà le grand problème dans nos processus électoraux. Voilà. Le grand problème, c'est ce manque, c'est la suspicion, le manque de confiance. Et il a bien dit, il a souligné qu'en 2006, on a rejeté les résultats des élections. Quand bien même pour une fois, les élections ont été organisées par l'ensemble des Congolais. N'oubliez pas que c'était les composantes, les entités et la société civile. Cette fois-là, en incluant toutes les provinces. Mais les résultats ont été rejetés et il y a eu affrontement à l'arme lourde au cœur de Kinshasa. En 2011, les politiciens ont organisé seuls les élections, mais les mêmes politiciens les ont contestées. En 2018 aussi, c'est vous dire que tout ce que nous disons, nous sommes en train de regarder aux individus. Les problèmes du Congolais avec les élections résident ailleurs. Soyons lucides, scrutons ce qu'il nous faut et nous allons trouver la solution. Pour l'instant, nous sommes en train de faire comme ceux qui disent, quand on vous montre la lune, vous regardez les doigts ou vous regardez la personne qui vous indique. Nous n'avons pas encore posé un vrai diagnostic de ce qui nous divise par rapport aux élections. Nous espérons que vous allez nous donner encore de l'espace. Le vendredi prochain, voilà, vendredi prochain, monsieur Robert Kabakela, nous comptons également sur vous. Christian Emango et Alain Bolodjoa. Donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec ce sujet parce que Biwan a décidé de commencer déjà à en parler maintenant. Les jours vont tellement vite que tout le monde en cas 2023 est commis. Surtout que le décor était bien planté en responsabilisant les citoyens que nous Donc, c'est maintenant qu'il faut en parler. C'est maintenant qu'il faut bien voir les choses par rapport à cette réforme. C'est maintenant qu'il faut se prononcer aussi. Ah ouais. N'est-ce pas? Demain, je serai avec vous à 10h15 pour le compte d'État Grandeur. Mais sinon, lundi, retrouvez
Julie Sefou. Parce que moi, je dois rendre un dernier hommage à ma sœur, à ma copine Clarisse Mouchagacha qui nous a quittés. Alors, on vous aime bien, c'est un processus en République démocratique du Congo. Les élections est un processus. Tenez-vous bien, préparons-nous chaque jour par rapport à chaque acte que nous posons, même à l'école déjà, dès le bas âge, il faut qu'on s'y prépare, n'est-ce pas? Parce que ça va nous formater. Nous en avons besoin, n'est-ce pas? À très vite, au revoir.